Salut à tous, c'est Cédric. Aujourd'hui, je vous propose de vous parler un petit peu de nettoyage dans la suite de ce que j'avais fait, ma première vidéo où je présentais un espèce de petit kit minimal pour démonter des mouvements. Et aujourd'hui, je vais parler un petit peu du nettoyage. Donc, je précise tout de suite que c'est pas un tutoriel, étant donné que j'ai pas assez de connaissances. Mon expérience, elle n'est pas très grande au niveau du nettoyage. J'ai peut-être fait une 10-15 services aujourd'hui et je suis pas du tout horloger. Donc, c'est plutôt un retour d'expérience sur les questions que je me suis posées quand j'ai voulu démarrer cette expérience de nettoyage. Et je pense que c'est des questions que je suis probablement pas le seul à me poser avant de débuter là-dedans. Donc je vous propose de vous faire une petite présentation de ces différents points et un petit peu du matériel que j'ai acheté pour pouvoir faire ce travail. Donc en premier lieu, parler un petit peu de la méthode de nettoyage. La première fois que j'ai nettoyé un mouvement, donc je l'ai fait à la main. Alors c'est très fastidieux, ça prend vraiment beaucoup de temps, mais je pense que c'est pas non plus une perte de temps complète, étant donné que c'est une bonne manière pour une première expérience, pour bien débuter, de bien ausculter aussi chaque pièce à la loupe. Et voilà, donc j'ai fait ça avec un pinceau, une soufflette, et puis il faut un produit de nettoyage que j'ai utilisé ici, et c'est cette benzine à briquet qui est apparemment relativement conseillée sur les forums de nettoyage pour nettoyer des pièces à la main. Donc voilà, un travail qui est assez fastidieux, mais qui n'est pas inintéressant. Et c'est clair que si on a l'intention de faire des services un petit peu à plus grande échelle, on va tout de suite se poser la question d'une machine pour pouvoir se faciliter la tâche, parce que c'est clair que ça va pas être viable comme manière de faire des services, de tout faire à la main. Donc au niveau des machines, il y a des machines à ultrasons, nettoyeurs à ultrasons, ou les machines dédiées qui sont vraiment des machines pour horloger avec des bains et un mécanisme qui permet de passer les paniers dans différents bains. Ça, c'est des machines que j'ai pas considérées. Moi, je voulais commencer avec une machine à ultrasons avec le meilleur rapport qualité-prix possible, sans mettre trop d'argent. Et une machine à ultrasons qu'on pourra aussi utiliser d'ailleurs pour nettoyer autre chose que des mouvements de montre. Donc voilà, après, s'est posé la question du choix de la machine à ultrasons, étant donné qu'il y a vraiment beaucoup de gamme de prix. Ça part vraiment de la machine sur AliExpress à 20 € jusqu'à des machines qui coûtent plusieurs milliers d'euros. Et c'est vrai que c'est très compliqué, même après avoir lu beaucoup de forums, de posts sur des forums, c'était toujours pas très clair pour moi. Et voilà, j'ai remarqué quelques différences entre les différents modèles de machines ultrasons. En premier lieu, je dirais, c'est la taille du réservoir. Alors nous, si on a l'intention de faire que du service sur des montres, on pourra prendre un petit réservoir. Et après, un deuxième élément qui semble important et qui détermine aussi un peu le prix de ces machines à ultrasons, c'est la cuve, donc l'épaisseur de la cuve en particulier, étant donné que c'est de l'acier inox qui est assez cher, et plus la cuve sera épaisse, plus elle va résister à l'érosion, et la machine va durer plus longtemps. Un troisième élément qui semble important également, c'est le nombre et la qualité des transducteurs. Donc c'est des transducteurs piézoélectriques, c'est donc ce qui va générer les ondes à ultrasons qui vont donc être l'élément principal du nettoyage des pièces qu'on va mettre dans la machine. Ensuite, il y a des machines qui chauffent aussi le liquide. Alors dans l'horlogerie, on n'aura pas forcément besoin de ce chauffage, étant donné qu'il y a des pièces qui vont pas forcément trop apprécier d'être chauffées. Si par exemple on prend une encre d'un mouvement avec le matériau qui tient les rubis sur l'encre, qui s'appelle le shellac, ça c'est par exemple un matériau qui va pas apprécier d'être chauffé. Donc en général, à ce que j'ai lu et ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, les nettoyages c'était à froid. Et dernier élément qui va influencer le prix de la machine, c'est les accessoires qui vont autour. On n'a pas forcément besoin de beaucoup d'accessoires qui viennent directement avec la machine. Donc voilà, après avoir pas mal lu sur les forums, c'était toujours pas très clair pour moi. Il n'y a pas vraiment un consensus qui se dégage à ce que j'ai lu. Les machines très bon marché, on peut se poser pas mal de questions sur la fiabilité et sur leur efficacité. Après, il y a des gens qui disent oui, elles sont efficaces, d'autres qui disent non, c'est absolument pas efficace. Donc là, c'est vrai que je me suis posé pas mal de questions et après des heures de lecture, je me suis dit tiens, je vais me diriger vers un modèle plutôt de bonne qualité. Donc ici, c'est la marque Elma. J'ai choisi un modèle de la marque Elma, qui s'appelle le Elma Sonic S10. Donc c'est un modèle qui chauffe en température. Je me suis dit que j'allais peut-être l'utiliser pour nettoyer autre chose que d'horlogerie. J'aurais pu gagner quelques dizaines d'euros en achetant un modèle qui chauffe pas. Ensuite, je parlais un petit peu des accessoires. Donc pour les mouvements,
Et il y a des accessoires pour les boîtes et les bracelets, les pièces plus grandes. Donc pour les mouvements, moi je me suis simplement équipé de pots de confiture et de pots de moutarde maille. C'est des pots qu'on peut récupérer pour faire des verres de table après. Donc moi j'ai gardé le couvercle en plastique et le pot, et aussi des petits pots de confiture qui rentrent bien dans la cuve. Donc on va avoir besoin de 3 pots parce qu'il faudra 2 pots avec du liquide de nettoyage et 1 pot avec du liquide de rinçage. Et puis à côté de ça, on a besoin de ces petits paniers en laiton. Alors, les petits paniers qui se dévissent et qui se vissent, où on va mettre les différentes pièces du mouvement à l'intérieur. Et voilà, moi je préconise d'avoir pas mal de pots au laiton, surtout quand on est débutant, parce qu'il y a beaucoup de pièces. Puis je trouve plutôt intéressant d'essayer de regrouper les pièces par catégorie, enfin disons les pièces qui vont ensemble sur les mêmes portions de mouvement, les mettre chacune dans un panier distinct. Et ça permet après, une fois qu'on dévisse tous ces paniers, de s'y retrouver plus facilement quelle pièce va avec quelle pièce. Et donc voilà, 5-6 petits paniers en laiton et un panier en laiton plus gros dans lequel moi je mets la platine et les gros ponts qui vont aller sur le mouvement. Donc celles qui ne rentrent pas dans les pots plus petits, quoi. Et après, il y a un grand panier qui va dans la machine. Alors celui-là, il est livré avec la machine. Et ça, c'est un grand panier en inox dans lequel on peut pouvoir mettre, par exemple, les boîtes ou les bracelets. Donc ça, c'est assez pratique. On pourra aussi utiliser pour nettoyer d'autres choses. Donc là, quand je nettoie les boîtes et les bracelets, par contre, je n'utilise pas les produits de nettoyage. Je mets juste de l'eau avec du liquide vaisselle dedans et je fais quelques cycles. Et là, on peut chauffer un peu. S'il n'y a pas de joint en plastique, on peut chauffer pour que ça soit un peu plus efficace. Donc voilà, ça c'est pour la machine. Alors ensuite, il y a les produits. C'est aussi un débat assez important sur les forums. Il y a vraiment beaucoup de méthodes. Il y a des gens qui utilisent des solutions plus ou moins artisanales, plus ou moins chimiques, avec du savon noir, avec de l'ammoniac, avec des solvants, des nettoyants à base d'eau. Et c'est vrai que là, il y a pas mal d'avis contradictoires sur les forums. Et j'ai fait des assez longues recherches sur Internet, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de méthodes, il y a beaucoup de produits, et chaque horloger a un petit peu sa méthode de travail. Et c'est vrai que quand on débute, voilà, des fois, on est un petit peu face à tous ces différents avis, et là on est vite perdu, et même après plusieurs heures de recherche, pour moi c'était toujours pas très clair qu'est-ce que j'allais utiliser. Donc en conséquence de quoi, je me suis dit je vais regarder ce que préconise la marque Elma, et j'ai acheté les produits de la marque. J'étais vraiment dans le doute, je dis je vais acheter les produits de la marque. Donc c'est des produits qui sont toxiques, c'est un petit peu ça aussi qui me dérangeait. C'est vrai que j'aurais bien aimé quelque chose un petit peu moins toxique que ça. Donc voilà, le produit de nettoyage, il s'appelle le Elma 1.9, et le produit de rinçage, c'est du Suprol Pro, c'est aussi de la marque Elma, et si je me trompe pas. Et le Elma 1.9, c'est donc un produit, on met une dose de produit pour 9 doses d'eau. Et puis voilà, après, moi ce que je faisais, c'est que je prenais donc 2 pots, je mettais 2 pots avec du liquide de nettoyage et 1 pot avec du liquide de rinçage. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que les 2 pots avec le liquide de nettoyage, on va utiliser un premier pot pour faire une sorte de dégrossissage, de premier nettoyage, et deuxième pot pour faire un nettoyage propre avec du liquide plus propre. Et donc voilà, ça c'est une solution avec 3 pots. Donc on met les pots dans la cuve. Alors j'ai aussi lu qu'il fallait peut-être pas forcément que les pots touchent le fond de la cuve. Alors pour que ça pourrait abîmer la cuve à long terme. Alors personnellement, j'ai mis des pots en verre qui touchent la cuve et je vois pas tellement de problème. Donc je pose mes 2 pots à l'intérieur et après je remplis avec de l'eau. Donc là aussi, il y a des gens qui préconisent de mettre de l'eau distillée. Ou de l'eau du robinet. Alors personnellement, chez moi, il n'y a pas beaucoup de calcaire dans l'eau, donc j'ai mis de l'eau du robinet. Est-ce que c'est une erreur ou pas? Ben, ça, je le verrai avec le temps qui passe. Si tout à coup je vois que ma cuve est abîmée, ben, peut-être que je regrettais d'avoir fait ce choix-là. Donc voilà, hein, une fois qu'on est prêt avec nos pots de nettoyage, ben voilà, faut préparer les paniers et les remplir avec les pièces. Donc voilà. Hein, ce que je fais en général, c'est que dans le gros panier, là, quand je mets ma platine, je revisse le balancier dessus avec le ressort spirale et toutes ces choses-là. C'est clair qu'on va pas mettre le balancier avec le spirale démonté dans un panier parce qu'il y a vraiment beaucoup de chances d'abîmer le ressort spirale. Donc je le revisse sur la platine et je fais aussi attention avec les petites vis qui tiennent le cadran sur la platine. J'essaye de les revisser à fond parce que ça, c'est des petites vis si on les enlève de la platine. Après, on a beaucoup de peine à les remettre, et donc je préfère les laisser dessus et essayer de les bloquer, les serrer à fond.
Parce que c'est clair qu'avec le nettoyage ultrason, il y a pas mal de vibrations, et puis ben, ça peut par exemple dévisser des petites vis, et après on les retrouve au fond du panier, il va falloir les remettre en place, ça sera pas toujours évident. Voilà, donc en termes de produits dans les pots, j'en mets juste pour que les paniers en laiton soient bien immergés, à part le gros panier qui a même pas forcément besoin d'être immergé jusqu'en haut, étant donné qu'il est assez profond. Et après quelques nettoyages, j'utilise le produit du pot numéro 2, devient le produit du pot numéro 1, et je jette le produit du pot numéro 1 qui est assez sale, puisque c'est celui qui aura fait la première phase du nettoyage, et dans le pot numéro 2, je remets du produit propre. Et après, il faut bien noter les pots pour pas mélanger les produits, pour pas commencer le nettoyage avec le produit le plus propre et le finir avec le produit le plus sale. Et voilà, après je finis avec le rinçage. Donc tous mes cycles, c'est des cycles de 5 minutes. Et en général, donc, si on a 2 produits de nettoyage, ça fait 2 cycles de 5 minutes. Mais après le deuxième cycle de nettoyage, c'est bien de jeter un petit coup d'œil, par exemple, à une platine, à un endroit où il y a des rubis, pour voir s'il y a encore de la saleté qui est collée dedans. Parce que c'est vrai qu'avec des mouvements qui ont parfois 50 ans ou 60 ans et qui n'ont jamais eu de service, comme ça peut par exemple arriver avec des vieilles Seiko, on peut vraiment avoir de la vieille graisse qui est collée, et puis là il va peut-être avoir besoin d'un troisième nettoyage, un petit cycle de 5 minutes de troisième nettoyage avant de faire le rinçage. Et une fois que j'ai fait tout ça, donc je sors tous mes paniers, et faut vider les paniers tranquillement, donc je les vide sur un papier, et je sèche les pièces avec une soufflette, et puis je les tiens en général soit avec une bruxelle, soit avec un de ces petits éléments, ces petits bâtonnets en bois qu'on taille en pointe. Donc là, on respire pas mal du produit de rinçage qui est assez toxique et assez désagréable, donc je fais toujours ça dans un endroit le plus aéré possible, et je mets un masque FFP2 pour faire cette opération, qui est vraiment, pour ma part, c'est l'opération que j'apprécie le moins quand je fais les services. C'est pas vraiment agréable, quoi, ça c'est clair. Donc séchage à la soufflette avec le masque. Alors j'ai entendu qu'il y avait des méthodes de séchage qui sont plus ou moins recommandées, d'essayer de mettre les pièces vers un endroit un peu chaud et de les laisser sécher tranquillement. Personnellement, j'ai fait comme ça, parce que ça va aussi un peu plus vite. D'ailleurs, si vous avez des connaissances plus grandes que les miennes et que vous pouvez me donner des conseils sur comment faire ces opérations d'une manière plus juste, je suis preneur de tout conseil que vous pourriez me donner. Donc voilà, j'ai aussi partagé un petit peu mes erreurs. Donc moi, j'avais aussi pas toujours mis toutes les pièces dans des paniers au début. J'avais mis justement des platines qui étaient au fond du pot directement, et ça m'a fait perdre des petites vis qui étaient justement ces vis qui tenaient les cadrans. Après, j'ai vidé un pot pour jeter le produit et j'ai jamais retrouvé les vis. Aussi au début, je vérifiais pas vraiment après le deuxième nettoyage si les pièces étaient propres. J'enchaînais directement avec le rinçage. Puis après, on sort toutes les pièces des paniers, puis on se rend compte que finalement, elles sont pas vraiment propres. Donc après le deuxième nettoyage, je jette un petit coup d'œil à une platine pour vérifier que tout est bien propre. Et puis voilà, au début, je m'étais pas trop protégé. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, je fais la totale en termes de protection, dans le doute. J'ai des lunettes de protection, j'ai un casque pour le son, parce qu'il y a des gens qui disent que ces ondes ultrasons, c'est pas bon pour l'ouïe. Donc j'ai une espèce de casque de chantier là qui permet de se protéger au niveau sonore. J'utilise un masque FFP2. Je fais ça dans un endroit le plus aéré possible. J'utilise encore des gants en plastique. Et donc voilà, aérer le maximum, si vous avez un endroit le plus à l'extérieur possible ou le plus aéré possible. Et autre erreur que j'ai fait au début qui m'a fait perdre des pièces ou du moins les rechercher pendant un certain temps, c'est quand on dévisse ces petits paniers en laiton, là il faut bien faire attention. Il faut les dévisser déjà, je dirais, le plus près possible du plan de travail. Comme ça, s'il y a quelque chose qui gicle en sortant, il ne va pas gicler trop loin. Et puis aussi, quand on vide ces petits paniers, faut faire bien attention, parce qu'il peut y avoir des petites vis, des petites pièces qui vont se coincer entre la grille et les portions en laiton. Et il faut faire très attention. Et puis en général, quand je ressors mes pièces et que je les ai séchées, je les remets dans mon petit carrousel à pièces. Et puis ce petit carrousel à pièces, avant de faire le nettoyage, je le prends toujours en photo. Et puis je regarde cette photo pour essayer de remettre les pièces chacune dans le même casier pour après vérifier que j'ai bien le bon nombre de pièces puis que c'est les bonnes pièces qui sont dans les bons petits casiers de ce carrousel. Donc voilà, ça c'est un petit peu ma méthode de travail. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des suggestions pour faire mieux, si vous avez des erreurs à corriger. Et puis si vous pensez que c'est utile comme vidéo, je continuerai un petit peu dans cette série
Je pensais parler un petit peu du huilage, parce que c'est aussi quelque chose qui n'est pas évident et les informations ne sont pas toujours faciles à trouver. Et voilà, d'ici là, j'espère que cette vidéo vous a intéressé et je vous dis à bientôt. Ciao!